Bonjour, donc nous sommes ravis de vous présenter nos trois co-intervenantes du laboratoire Boehringer Ingelheim, qui est une compagnie pharmaceutique allemande. Alors, une rapide présentation du laboratoire. C'est une entreprise familiale qui a été créée en 1885. Il y a à peu près 152 000 collaborateurs qui travaillent dans plus de 130 pays, dans trois activités, la santé humaine, la santé animale et puis la fabrication biopharmaceutique pour le compte de tiers. Le laboratoire développe des thérapies innovantes et en entreprise biopharmaceutique qui est axée sur la recherche. Il investit 16% de son chiffre d'affaires pour un budget de recherche et développement. Et la France est un moteur à tous les niveaux de la recherche clinique. L'entreprise y possède donc l'une des structures de recherche clinique les plus importantes du groupe. Et cette équipe comprend à peu près une centaine de personnes. Et le laboratoire de recherche français est situé à Reims, laboratoire de recherche clinique. Alors, tout d'abord, Madame Danielle Merle, donc, qui est responsable process changement et approche patient, et puis Mesdames Ingrid Bichard-Sall et Lucie Dauphin, qui sont chefs de projet. Alors, par ailleurs, Madame Renée Delbe-Lemeur, donc du même laboratoire, est présente en tant que participante, mais peut intervenir à tout moment si elle le souhaite, bien sûr. Alors, une courte présentation de Madame Merle, qui est notre interlocutrice principale et qui est de formation psychologue et titulaire d'un DESS de psychopharmacologie. Madame Merle a intégré le laboratoire Boehringer Ingelheim en 1992 et a occupé diverses fonctions donc, au sein du département de recherche clinique. Chef de projet en charge d'études cliniques, responsable du suivi de l'activité de sous-traitance en recherche clinique, responsable d'une équipe d'attachés de recherche clinique et depuis 2015 en charge notamment de la formation des nouveaux arrivants dans le département. Donc, Madame Merle travaille aussi dans divers aires thérapeutiques. Alors, nous tenons d'ores et déjà à vous remercier d'avoir accepté d'intervenir et de nous présenter alors non seulement votre étude en cours, mais aussi ce domaine de la recherche clinique. Et ce CAFConf a été donc initié à la suite de la réception d'un courrier en octobre 2019 du laboratoire informant promesse d'un programme d'études sur la schizophrénie axé sur la recherche d'un traitement améliorant les troubles cognitifs des personnes donc souffrant de schizophrénie. Et depuis 2019, et comme convenu dans la charte, Boehringer Ingelheim donc propose de faire un point tous les ans sur cette étude en cours. Et ce soir, seront abordés le thème du processus de recherche clinique dans le cadre du développement d'un médicament et plus particulièrement l'étude clinique en cours portant sur l'amélioration de la cognition de personnes souffrant de schizophrénie. Karine, je te cède la parole. Merci Laurence. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Donc, après cette présentation du laboratoire et des intervenantes, et avant l'exposé proprement dit, je vais poser quelques questions à Madame Merle ou à ses accompagnatrices, des questions qui nous ont été posées par écrit par certains spectateurs qui nous écoutent ce soir. Donc, certaines questions sont très pointues ou personnelles et je les aborderai pas ici, mais on s'attachera à y répondre individuellement dans les jours qui viennent. Donc, les questions que je vais retranscrire sont celles qui sont plus générales et qui intéressent plus directement le sujet de ce soir. Donc, on a eu une dizaine de questions. Donc, une de ces questions, c'est: l'État finance-t-il actuellement des recherches sur des médicaments antipsychotiques nouveaux? Alors là, on a du mal à répondre, tant le laboratoire que nous, parce que c'est pas très, très connu les réponses à ces recherches. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a fait récemment un CAFConf avec le docteur Boris Chaumet. C'était le CAFConf d'octobre dernier. Et c'était mieux comprendre la génétique des troubles psychiatriques et les avancées scientifiques. Donc, vous pouvez aller le revoir. Et je peux vous dire aussi qu'il y a un programme qui s'appelle ProPsy, pour projet en psychiatrie de précision,
qui est centré sur 4 des troubles les plus invalidants, qui sont les troubles bipolaires, les troubles dépressifs majeurs, la schizophrénie et les troubles du spectre de l'autisme. Et il est porté conjointement par l'INSERM et le CNRS. Donc, si vous allez voir sur les sites internet de ces deux entités et vous tapez PROPSI, vous aurez des éléments de réponse. Pour les questions auxquelles Madame Merle pourra plus particulièrement répondre, alors c'est, je vous cite, la liste des médicaments nouveaux applicables à la schizophrénie est relativement courte. Quelles en sont les raisons? Alors, les médicaments nouveaux, ben, comme j'allais dire, vous l'expliquer dans ma présentation, pour développer des nouveaux médicaments, ça prend beaucoup de temps. C'est un minimum, on va dire, d'une quinzaine d'années, facilement. Donc, il faut du temps. Et vous verrez également lors de la présentation que quand on commence des études cliniques, toutes les promesses de nouveaux médicaments ne passent pas les différentes étapes de phase clinique, soit parce qu'il y a des problèmes de tolérance, soit parce que finalement on n'arrive pas à prouver l'efficacité. Et finalement, ces produits en études partent à la poubelle parce qu'ils ne seront pas efficaces chez le patient. Donc ça prend du temps. Et c'est également un fait que peu de laboratoires s'intéressent également à des problématiques et à des études en santé mentale. Ingrid, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose là-dessus. Je pense que c'était très clair, Daniel. C'est vrai que il y a vraiment très peu de laboratoires qui s'intéressent à la schizophrénie. Donc, on est très fiers de participer à ça, notamment avec Lucie. On travaille particulièrement sur une étude dans la schizophrénie. Moi, ça fait 6 ans que je travaille sur des études dont certaines n'ont pas eu le succès qu'on a espéré. Donc, on a vraiment beaucoup d'espoir pour l'étude sur laquelle on participe. Voilà. Bon, on reviendra dessus dans l'exposé. Autre question posée par une des personnes inscrites. Quels effets pour la santé des patients à prendre ces médicaments à long terme? Alors, ces médicaments, je ne sais pas desquels on parle. J'ai supposé que c'était Les neuroleptiques, hein. Voilà, les neuroleptiques antipsychotiques. Alors, c'est difficile de répondre parce que je veux dire, ce sont les médecins qui prennent en charge les patients. Tous les médicaments ont des effets secondaires, mais la plupart des médicaments qui arrivent sur le marché sont également là pour améliorer la vie du patient et sauver des vies. Donc après, les effets à long terme, j'allais dire, c'est au médecin traitant de toujours mesurer la balance bénéfice-risque entre effets secondaires et bénéfices pour le patient. C'est sûr. Mais justement, est-ce que, en ce qui concerne les troubles cognitifs, est-ce que certains troubles cognitifs peuvent être induits par les médicaments? Oui, ben oui. Aussi bien par certains antipsychotiques que par tout ce qui est hypnotique, anxiolytique. Il y a des troubles effectivement cognitifs suite à la prise de ces médicaments. On les retrouve aussi sur certains bêta-bloquants, des anticholinergiques. C'est toujours pareil, on va mesurer la balance bénéfice-risque, quel est le bénéfice pour le patient de les prendre versus les effets secondaires. Et si cette balance est positive pour le patient, on va poursuivre les traitements. Et c'est pareil, c'est toujours dans une prise en charge globale du patient avec à côté, est-ce qu'il y a d'autres interactions médicamenteuses? Donc voilà, après c'est vraiment Sachant qu'en fait, il faut surtout, je pense, favoriser la parole du patient, ce qui n'est pas toujours facile non plus. Oui. Est-ce qu'il sait que ce sont des troubles qui sont induits par les médicaments? Est-ce qu'il ose le dire à son médecin et insister? Enfin, tout ça, c'est aussi un peu complexe. Enfin, moi, quand on est un proche, on voit bien que c'est pas si facile que ça. Non. Mais bon, d'accord. Et donc, je me permets même le rôle des familles. Je pense que il y a aussi un rôle des familles important si justement il y a des symptômes induits par certains médicaments.
Si les patients voilà, ont plus de difficultés à se rendre compte des éventuels effets indésirables, je pense que c'est important aussi que les familles puissent avoir un contact avec les médecins. Voilà, désolée. Non, non, mais c'est vrai, c'est sûr. J'ai encore 2 questions qu'on a triées dans celles posées là. Pour la schizophrénie, donc, votre recherche dépasse-t-elle les réponses actuellement données par les neuroleptiques? Alors, je ne vais pas pouvoir vous répondre puisque nous n'avons pas les résultats de la recherche. Maintenant, le médicament, il a un mécanisme d'action différent puisque nous, on cherche à montrer que notre médicament va améliorer les troubles cognitifs chez les patients. Et il ne va pas agir comme un antipsychotique. Donc, ça viendra, on va dire, plutôt en complément en termes de traitement. D'accord, Si mais on ça est bien vous d'accord donne- qu'il n'existe pas de médicament de ce type avec une réponse de ce type-là que vous cherchez actuellement sur le Absolument. marché. Oui, toutes les études cliniques, il y a eu 16 molécules en développement qui se sont cassées la figure en phase 2, 2 qui ont été un petit peu plus loin en phase 3, qui n'ont pas fonctionné non plus. Et nous, notre médicament est en phase 3 et on va croiser les doigts pour que ça fonctionne pour les patients. Mais on le saura à la fin de l'étude clinique. Encore une petite question de détail. Comment recrutez-vous les patients pour vos essais? Alors, donc ça c'est pareil, je vous montrerai dans la présentation. On travaille avec ce qu'on appelle des centres investigateurs. Les centres investigateurs, c'est tout simplement des médecins psychiatres dans des centres hospitaliers à qui on va présenter l'étude, et s'ils acceptent de faire l'étude, ce sont eux qui vont rechercher les patients pour pouvoir entrer dans l'étude. Ces médecins peuvent également parler de l'étude à leurs confrères, qui peuvent être amenés à leur adresser des patients. Et nous, quand on présente aussi l'étude clinique aux associations de patients telles que Promesse, c'est aussi pour vous donner de l'information sur cette étude. Et dans la présentation, on vous montrera aussi les centres participant à l'étude. Eh bien, parfait, c'était ce qu'on voulait introduire avant de vous laisser la main. Donc, je vais juste préciser 2 petites choses. Donc, on va poursuivre le webinaire en vous laissant une présentation didactique sur ce qu'est une étude clinique et comment elle se passe, les notions de base sur la recherche clinique. Et en fin de votre exposé, donc, vous nous illustrerez plus précisément votre propos avec l'exemple de la recherche en cours. Cette recherche sur cette molécule vise à améliorer les troubles cognitifs. Et donc, pour préciser dès maintenant, les troubles cognitifs, ce sont des troubles de désorganisation de la pensée, des troubles de la mémoire. Par exemple, c'est difficile de se rappeler où les choses sont rangées. C'est un problème de concentration quand on lit ou quand on regarde un film. C'est un problème pour calculer sa monnaie quand on fait ses courses. C'est un problème pour planifier ses déplacements, tant pour mesurer le temps qu'il faut que pour comprendre quel circuit logique prendre. C'est un problème de raisonnement, un problème de prise de décision. Enfin voilà, tout ça et peut-être un peu d'autres sont des troubles cognitifs sur lesquels votre molécule, votre recherche porte. Voilà, donc d'abord votre exposé avec les cas généraux, comment on mène une recherche clinique, et ensuite l'illustration avec cette molécule et votre recherche plus précisément. Je rappelle pour nos spectateurs que tout au long de l'exposé, vous pouvez nous envoyer vos questions par le chat et je les relèverai, enfin nous serons 2 à les relever et on les posera après l'exposé de Madame Merle, on les posera à nos intervenantes. Voilà, je vous laisse la parole, Madame Merle. Merci pour cette introduction. Alors, moi, je vais juste vous présenter quelques notions de base. On ne va pas rentrer non plus dans le détail. Sur la recherche clinique, ça va être surtout pour vous montrer comment une étude clinique est encadrée d'un point de vue réglementaire, législatif, scientifique, éthique. Tout cela pour essayer de vous rassurer ou de rassurer éventuellement vos proches qui pourraient être amenés à participer à une étude clinique et montrer qu'à travers des études cliniques, on développe justement des médicaments sûrs et efficaces et de qualité. Alors,
Au travers de cette présentation, je vais aborder donc différents thèmes. Qu'est-ce qu'on entend par recherche clinique? Quels sont les acteurs de la recherche clinique? Qu'est-ce qu'un protocole? Quelques points sur la réglementation. Qu'est-ce que le consentement pour un patient qui participe à une étude clinique? Les résultats des études cliniques, et puis je donnerai un exemple justement de toute cette construction de protocole de recherche clinique au travers de notre étude dans la schizophrénie. Alors, qu'est-ce qu'on entend par recherche clinique? On va d'abord expliquer que la recherche clinique, c'est un ensemble d'études scientifiques menées sur l'homme. Alors, que ce soit des volontaires sains, donc ce sont des personnes qui ne sont pas malades, ou alors sur des malades. L'objectif de ces études scientifiques, c'est de développer les connaissances biologiques ou médicales. Et donc, cette recherche clinique, elle va porter principalement sur l'amélioration des connaissances des maladies, mais elle va pouvoir également permettre de mettre au point des nouveaux traitements, ou alors des dispositifs médicaux, des méthodes de diagnostic, etc. C'est assez vaste. Dans la recherche clinique, on va différencier deux types d'études cliniques. Il y a les études qui impliquent la personne humaine et les études qui n'impliquent pas la personne humaine. Donc, on va faire plutôt sur des registres de données. Dans cette présentation, on va s'intéresser uniquement aux recherches qui impliquent la personne humaine et un type de recherche en particulier. Alors là, je vous ai juste mis un petit graphique pour vous montrer effectivement, quand on fait une étude clinique, c'est est-ce que oui ou non ça implique la personne humaine? Si oui, on va être dans les fameuses RIPH, recherche impliquant la personne humaine. Et dans ces RIPH, on a 3 types de recherche. Nous, dans notre essai clinique sur la schizophrénie, et c'est ce point que je vais aborder, on se situe sur ce qu'on appelle les recherches interventionnelles. Donc, les études cliniques, le développement de nouveaux médicaments, on est toujours sur les recherches interventionnelles. Sur cette diapo-là, je vous ai mis alors, les différents types de recherches RIPH qui sont non interventionnelles ou interventionnelles mais avec des risques minimes. Nous, dans notre étude clinique et dans les essais cliniques, donc on est toujours sur des recherches interventionnelles mais qui comportent ce qu'on appelle une intervention non dénuée de risque sur la personne qui y participe et non justifiée par sa prise en charge habituelle. Pourquoi? Parce qu'on va proposer aux patients, dans un cadre très précis, de prendre ce nouveau médicament pour voir si ça fonctionne ou pas. Donc, ce n'est pas une prise en charge habituelle puisque c'est un médicament en développement clinique. Tout à l'heure, sur la question pourquoi on n'a pas beaucoup de nouveaux traitements, je vous ai dit qu'il fallait effectivement faire des études cliniques. Et sans toutes ces recherches cliniques, il ne peut pas y avoir d'innovation thérapeutique. Donc, c'est important de pouvoir faire les études cliniques. Alors, cette diapo, je vais essayer de vous la simplifier. C'est juste pour vous montrer comment s'impliquent, on va dire, les études cliniques dans la recherche en général. Donc, tout d'abord, sur le point numéro 1, on a ce qu'on appelle la recherche fondamentale. Ce sont des chercheurs en laboratoire qui vont trouver un mécanisme d'action. Donc, typiquement, pour notre molécule, on s'aperçoit qu'on a une molécule qui pourrait justement améliorer, moduler une substance dans les neurotransmetteurs qui améliorera la cognition. Donc ça, c'est découvert, on va dire, en recherche fondamentale, en laboratoire. On va poursuivre ces études toujours en laboratoire sur des modèles animaux, mais également in vitro. C'est ce qu'on appelle les études précliniques. Et ensuite, quand on a des modèles où on se dit ça peut être un bon candidat médicament, là, on va passer à la recherche clinique. Et quand on va travailler sur la recherche clinique, on va avancer selon différentes phases. On est obligé de valider les phases l'une après l'autre pour pouvoir poursuivre le développement du médicament. Donc, on a d'abord la phase numéro 1, je vais revenir dessus après. Si ces phases sont positives, on va passer à la phase numéro 2, puis à la phase numéro 3.
À l'issue de la phase numéro 3, on peut demander, si notre étude est positive, on peut demander une autorisation de mise sur le marché du produit. Donc, c'est ce qui se passe dans le développement du médicament. Les agences réglementaires vont nous accorder une autorisation de mise sur le marché du produit. Puis, il va encore y avoir un petit peu de temps pour obtenir un prix pour le médicament, un taux de remboursement. Et donc, si on voit les étapes depuis les phases 1, là, ça va durer à peu près 10 à 12 ans. Et après, le temps de demander l'autorisation de mise sur le marché, le prix du médicament et d'avoir le remboursement, on voit qu'il se passe encore à peu près 1 à 3 ans. Donc, globalement, un médicament, depuis la phase 1 jusqu'à la commercialisation et, on va dire, l'accès dans une pharmacie, il se passe à peu près 15 ans. Ça ne s'arrête pas là, puisque ce médicament, il va continuer à être évalué tout au long de son cycle de vie, pour continuer à récupérer des données de pharmacovigilance. Donc, c'est ce qu'on retrouve sur cette diapositive-là. Les phases 1. L'objectif des phases 1, donc en début de développement clinique, ça va être de s'assurer de la sécurité du médicament et d'étudier son devenir dans l'organisme. Généralement, ce sont des études qui ne durent pas longtemps. Elles vont de quelques jours à quelques mois. Et c'est sur un petit groupe de patients. Alors, soit des volontaires sains, puisque on va être souvent sur une première administration à l'homme, ou alors sur des malades. Généralement, les phases 1, on les fait sur des volontaires sains, sauf en cancérologie, où là, il y a des patients qui peuvent participer. Sur cette phase 1, on a à peu près 70% des produits qui vont être, on va dire, les études vont être positives et vont pouvoir passer en phase 2. Alors, dans la phase 2, on va avoir des groupes un petit peu plus importants de patients, puisqu'on va être sur des groupes de 50 à 100 patients, avec des études qui vont durer un peu plus longtemps, et dont le but va être de montrer l'efficacité du produit, trouver la dose la plus adéquate pour les patients. Et commencer à regarder également la sécurité du produit. Est-ce que le produit donne beaucoup d'effets secondaires ou pas? Alors, quand on est en phase 2, cette fois, on s'aperçoit qu'on n'a plus qu'un tiers des produits qui vont franchir le cap de ces phases 2. Donc, si les phases 2 sont positives, on passe en phase 3. Donc là, cette fois, on va avoir des échantillons beaucoup plus importants, avec des études qui vont durer beaucoup plus longtemps. Et l'objectif est de confirmer les signaux d'efficacité qu'on a vus en phase 2 et d'étudier le rapport bénéfice-risque du médicament, donc l'efficacité versus d'autres effets indésirables qu'on va pouvoir identifier, puisque de toute façon, on a de plus en plus de patients. Ces études, elles sont souvent ce qu'on appelle comparatives, parce que ce sont des études où on va comparer notre produit à l'étude avec soit un produit qui existe déjà. Alors, dans la schizophrénie et dans les troubles cognitifs, il n'en existe pas, donc on ne peut pas se comparer à un produit qui existe déjà pour savoir si on fait mieux que ce produit. Donc là, on va se comparer à un placebo pour savoir si effectivement on fait mieux que le placebo et pouvoir prouver de manière scientifique et statistique cette différence entre les deux groupes. Donc là, on voit qu'en phase 3, on a à peu près 70 à 90% des produits en phase 3 qui sont retenus pour une demande d'autorisation sur le marché. Ça veut dire, si on repart depuis la phase 1, sur à peu près 10 molécules, il y en a 1 à 2 qui vont arriver en phase 3. Donc, d'où effectivement la difficulté aussi d'avoir des médicaments innovants et surtout le temps que ça prend. Et après, comme je vous l'ai dit, donc, si les phases 3 sont positives, on demande une autorisation de mise sur le marché et vont débuter, après l'autorisation de mise sur le marché, ce qu'on appelle les phases 4. Donc là, ce sont des études sur tous les patients qui vont prendre le médicament. Donc, on va avoir des échantillons vraiment très importants et ça va nous permettre d'avoir une meilleure connaissance du médicament et une évaluation de la tolérance de ce produit, j'allais dire, dans la vraie vie. On peut être amené à détecter des événements indésirables très rares qu'on n'avait pas vus dans les études cliniques avant. Et tous ces événements, ils sont reportés. On a un organisme de pharmacovigilance en France très performant
et en lien avec ce qu'on appelle l'ANSM, qui permet de suivre justement la sécurité d'emploi de ces médicaments. Notre médicament à l'étude, aujourd'hui, on est là, en phase 3. Dans une étude clinique, donc cette fois, par exemple, si on prend notre protocole en phase 3, pour faire une étude clinique, il y a plusieurs phases. On va avoir d'abord une phase de préparation et d'écriture du protocole. Le protocole, on va dire, c'est le nerf de la guerre, c'est le document indispensable pour mener l'étude clinique. On reviendra dessus un petit peu plus loin. Ensuite, lorsque ce protocole est finalisé, on va devoir demander des autorisations pour pouvoir faire ce protocole. Lorsqu'on a les autorisations, ensuite, on va pouvoir démarrer de manière opérationnelle et inclure des patients dans notre étude. Donc, ça va prendre un certain temps. Et lorsque le dernier patient sera sorti, aura terminé son étude, on va pouvoir commencer à analyser les résultats des données qu'on aura recueillies. Alors, qui intervient dans les essais cliniques? On a différents acteurs. Donc, on a le promoteur, l'investigateur, les autorités réglementaires, les participants et les associations de patients également peuvent intervenir. Alors, le promoteur, qu'est-ce que c'est qu'un promoteur? Donc, un promoteur, dans la définition, c'est une personne physique ou morale qui est à l'initiative de l'essai clinique, et c'est la personne qui va en assumer les responsabilités et le financement. Un promoteur, ça peut être un laboratoire pharmaceutique, comme c'est le cas aujourd'hui avec Boehringer. Ça peut être un organisme public comme l'INSERM, par exemple, ou des CHU, qui font également des études cliniques, mais ça peut être aussi une association de patients. Quand on a AFM Téléthon qui lève des fonds pour la recherche, ils font également des études cliniques. Le promoteur, il est responsable de toute l'organisation de l'étude, depuis sa mise en place jusqu'à son suivi et jusqu'à la divulgation des résultats. Donc, il doit absolument obtenir les autorisations réglementaires, avoir une assurance, et il doit également déclarer à l'Agence nationale de sécurité du médicament tous les événements indésirables qui vont se produire pendant l'étude. Donc, le promoteur, il n'est pas tout seul, il va s'entourer d'une équipe, d'abord chargée d'écrire le protocole, de s'assurer que les traitements prévus sont bien conformes à la question posée par le protocole, et il est responsable du bon déroulement de l'étude clinique. On peut parler d'études cliniques internationales multicentriques. Ça veut dire qu'une étude clinique, elle peut être mise en place en même temps dans plusieurs centres sur le territoire français, mais également en Europe ou dans le monde entier. C'est le cas de notre étude clinique dans la schizophrénie. Je vous montrerai après quels sont les pays qui participent. Donc là, on a vraiment des centres dans le monde entier. Donc on va avoir une population recrutés sur différents continents. Alors, l'investigateur, qu'est-ce que c'est que l'investigateur? Alors, dans le cadre des études cliniques, qu'on appelle aussi essais cliniques, c'est la même chose, on emploie les termes indifféremment, c'est systématiquement un médecin. Et généralement, c'est donc un médecin qui va être en charge de diriger et surveiller cette étude clinique, donc dans son centre. Alors, son centre, ça va être son département dans son hôpital. Donc, typiquement, là, un investigateur pour nos études cliniques, c'est un médecin psychiatre dans un centre hospitalier universitaire. Alors, cet investigateur, comment il est choisi? C'est le promoteur. Donc là, pour la schizophrénie, c'est nous, Boehringer, qui avons choisi les investigateurs. Et on les choisit par rapport à leur expérience dans la recherche clinique. Cet investigateur, c'est important qu'il ait de l'expérience dans la recherche clinique parce qu'il va être, lui, garant sur son centre du bon déroulement.
scientifique de l'étude clinique. Il doit connaître tout ce qui est bonne pratique clinique et respecter bien sûr les principes éthiques. Chaque centre investigateur doit absolument suivre le protocole. Il n'a pas le droit de s'en écarter. C'est ce qui va pouvoir garantir justement la scientificité et la robustesse des résultats. C'est-à-dire que dans le monde entier, tout le monde va suivre le même protocole et va travailler de la même façon. Madame Merle, est-ce que je peux vous demander, Oui. pour l'étude en cours, est-ce que vous avez des difficultés à recruter ces investigateurs pour le cas de la France? Alors là, ça va plus être Ingrid qui va répondre. Oui, pas de souci. Alors, on a eu quelques difficultés à trouver des investigateurs pour l'étude qu'on a. Donc, on avait commencé initialement avec 5 centres. Et en général, on est aidé par l'investigateur qui coordonne un petit peu les autres centres en France. Mais c'est vrai que c'est difficile parce qu'il y a, contrairement à d'autres pathologies, on a beaucoup moins des réseaux qui sont très structurés. Alors, on a les centres experts fondamentaux, mais ils font pas forcément de la recherche clinique. Donc, c'est vrai que c'est des fois, c'est quand même assez compliqué. Après, je pense qu'on a, avec Lucie, là, on a travaillé et on a réussi à augmenter un petit peu notre objectif pour la France. Et Lucie vient de sélectionner le 15e centre en France. Donc, il y a eu vraiment un travail, aller dans les congrès, présenter notre étude, demander au centre qu'on arrive à trouver, au centre investigateur, de nous trouver d'autres centres, etc. Donc, il y a vraiment tout un travail. Et là, pendant 1 an, j'étais la chef de projet à Lucie et maintenant la chef de projet pour la France. On a mis plus de presque 1 an à trouver 10 centres additionnels. Donc, c'est vraiment compliqué. Puis après, il faut qu'ils soient mis en place, etc. Donc, tout ça prend beaucoup de temps. Et c'est vrai qu'en France, on voit que les hôpitaux ont beaucoup souffert de la crise Covid-19, pardon. Il y a beaucoup moins de ressources à l'hôpital. Donc, c'est vrai que pour eux, les essais cliniques, c'est en plus de leur activité. Donc, c'est assez difficile et c'est des études qui prennent du temps pour les médecins, en plus des patients. Donc, il faut réussir à les convaincre, à leur proposer des mesures pour les aider, pour pouvoir être vraiment participer à ces études cliniques. Ouais. Mais c'est vrai que c'est pas si facile. Tous les médecins ne sont pas investigateurs. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, le rôle de l'investigateur, quand on les a recrutés, son rôle à lui, après, c'est de pouvoir inclure et sélectionner des patients. Donc, trouver les patients qui ont ce qu'on appelle les critères d'éligibilité, je reviendrai dessus, et expliquer et recueillir le consentement du patient. Je vous ai parlé d'autorisation nécessaire. Aucune étude clinique ne peut démarrer sans l'accord des autorités réglementaires. Donc, ce sont des organismes indépendants qui vont assurer le respect des réglementations en vigueur, que ce soit au niveau éthique, scientifique ou méthodologique. La première autorité réglementaire, c'est l'Agence nationale pour la sécurité du médicament et des produits de santé. C'est l'autorité compétente en matière d'essais cliniques. Elle peut donner les autorisations, mais elle peut également à tout moment faire suspendre ou interrompre un essai clinique. S'il y a des retours, par exemple, sur des effets secondaires qui ne sont pas possibles à ce moment-là, ou qui peuvent être dangereux pour les patients, elle reviendra vers nous, elle nous dira « vous stoppez tout ». Ensuite, on a ce qu'on appelle le comité de protection des personnes. Alors, le CPP, lui, son rôle, c'est plus de regarder comment les patients vont être protégés et quelle est l'information qu'on va donner aux patients. Donc, eux, ils vont surtout regarder le formulaire d'information et de consentement pour voir si les patients ont bien toute la bonne information par rapport à l'étude. Ensuite, on a la CNIL,
qui va se positionner bien sûr sur la protection des données personnelles du patient, et le Conseil national de l'ordre des médecins, puisque tous les centres investigateurs sont déclarés au Conseil national de l'ordre des médecins. Alors, pour faire une étude clinique, il faut des patients qui participent à l'étude clinique. Ces patients, en fonction de la phase, donc c'est soit un patient atteint de la pathologie, soit un volontaire sain. Il doit être affilié à un régime de sécurité sociale, et pour participer à une étude, il doit donner son consentement, ce qu'on appelle libre et éclairé. Un patient ne peut pas être dans une étude clinique sans le savoir, s'il n'a pas donné son consentement. Ce n'est pas possible. Il faut vraiment qu'il donne son consentement. Alors, tous les patients ne peuvent pas rentrer dans une étude clinique. Pour rentrer dans une étude clinique, je vous montrerai des exemples pour notre protocole, mais juste quelques exemples. Un patient doit remplir un certain nombre de critères. Alors, d'abord des critères d'inclusion qui sont écrits dans le protocole. Lorsque le patient a tous ces critères d'inclusion, ensuite, on va regarder pour qu'il n'ait pas de critères d'exclusion. Et c'est ce qu'on appelle les fameux critères d'éligibilité. Donc ça, c'est la responsabilité de l'investigateur de regarder les dossiers médicaux des patients et trouver les patients adéquats qui correspondent exactement aux critères mentionnés dans le protocole. Donc, chaque essai a un objectif bien précis. C'est pourquoi certains malades et pas d'autres vont pouvoir participer à une étude clinique. Par exemple, on peut avoir des patients qui ont un trouble cognitif léger et d'autres un trouble cognitif plus sévère. Et dans une étude clinique, on va inclure des patients avec un trouble cognitif uniquement sévère. Donc, ceux qui ont les troubles cognitifs légers ne pourront pas participer à l'étude. Donc, à partir du moment où le patient répond à tous les critères d'inclusion et n'a pas de critères d'exclusion, là, l'investigateur lui propose de participer à l'étude. Il va lui présenter le consentement et le patient choisira de manière tout à fait libre de participer ou non à l'étude clinique. Enfin, un des derniers acteurs, ce sont les associations de patients qui peuvent également avoir un rôle dans la recherche clinique et dans les études cliniques. Alors, sur cette frise, on voit le déroulement dans le temps d'une étude clinique. Les deux premiers carrés en bleu ou flèches, c'est effectivement quand on cherche un sujet d'étude et quand on va rédiger le protocole d'étude. Et là, les associations de patients, elles peuvent avoir un rôle, comme par exemple la FM Téléthon, hein. Ça va être identifier ou justifier un besoin sur lequel on pense qu'il est intéressant de travailler. Les associations de patients, comme par exemple Promesse ou UNAFAM, elles peuvent être impliquées dans la relecture des consentements ou dans la relecture de documents, mais ces associations peuvent également être impliquées dans la, on va dire, écriture, hein, rédaction du protocole. Et typiquement, c'est ce qui s'est passé avec Promesse quand on vous a sollicité pour aller en Allemagne et réfléchir justement sur le protocole. En cours d'étude, donc après notre étude va être lancée, pendant le déroulement de l'étude, les associations de patients peuvent très bien participer en faisant une newsletter sur l'étude, communiquer autour du contenu de l'étude sur leur site internet ou via divers moyens de communication que l'association de patients peut avoir. Et en fin d'étude, elle peut être impliquée également sur la communication sur les résultats de l'étude, par exemple, ou travailler avec, si elle a un comité scientifique, travailler avec son comité scientifique pour essayer, on va dire, de rendre lisibles et intelligibles des résultats scientifiques et pour pouvoir les vulgariser. Donc, on voit qu'une association de patients, elle a tout à fait son rôle dans la recherche clinique, tout au long du développement d'un médicament. Alors, on va passer maintenant au protocole, qui est le fameux nerf de la guerre, puisque il est important qu'une étude clinique soit conduite de façon très rigoureuse pour qu'on puisse obtenir des résultats robustes, justes, d'un point de vue scientifique.
Ça veut dire qu'on doit avoir une méthodologie très stricte et détaillée dans le protocole. Alors, le protocole, systématiquement, bien sûr, il doit être rédigé avant de débuter la recherche. Si jamais il y a des modifications en cours d'étude, ça repasse par les mêmes autorisations qu'en début d'étude. On repasse par la NSM, par le CPP. Donc, tout est très encadré. Le protocole, c'est vraiment la ligne directrice et, comme je vous l'ai dit, chaque centre investigateur va devoir le suivre. On n'a pas le droit de, on va dire, de dévier du protocole. Il va devoir répondre à plusieurs questions. Donc déjà, qui réalise l'étude clinique? Alors, généralement, c'est le promoteur. Donc le promoteur, soit une association, soit effectivement l'INSERM, soit un laboratoire pharmaceutique. Le promoteur qui va travailler avec des équipes, donc telles que par exemple les investigateurs dans les centres, mais également des équipes qui vont l'aider à écrire le protocole, ou des comités scientifiques, des experts dans la pathologie qui vont également aider le promoteur à écrire le protocole. Ensuite, le contenu d'un protocole doit répondre à la question « Qu'est-ce que je veux montrer ?» Donc là, notre protocole d'étude, notre étude clinique dans la schizophrénie, on veut montrer que notre médicament est efficace. Donc on veut développer un nouveau médicament et on veut montrer que ce médicament est efficace. Pourquoi on doit travailler sur ce sujet? Donc c'est pareil, il faut qu'il y ait un rationnel de l'étude. La justification, bon, dans la schizophrénie, on sait qu'on a à peu près 80% des patients qui sont atteints de schizophrénie qui souffrent également de troubles cognitifs et ça peut impacter beaucoup la qualité de vie et les relations sociales. Donc, on explique voilà, notre médicament, pourquoi on veut travailler, parce qu'on pense que ça va améliorer ces troubles cognitifs et donc améliorer la qualité de vie des patients. Daniel, je me permets, il y a un petit message dans le chat de faire attention au temps. Je crois qu'il y a Laurence qui essaie de dire quelque chose, mais on ne vous entend pas, Laurence. Donc, je me permets de te le dire, Daniel. Oui, c'est gentil. Alors, je vais me dépêcher. Alors, ensuite, toujours dans le contenu d'un protocole, c'est comment est-ce que je peux le montrer? Donc, je vous ai expliqué que la méthodologie est super importante. Et pour montrer, par exemple, notre étude dans la schizophrénie, on va choisir un critère de jugement. Donc, on va vouloir montrer qu'on améliore la cognition avec des échelles. Combien de fois? Pendant combien de temps? Donc ça va être notre calendrier de l'étude. Comment est-ce que je vais le mesurer? Donc, je vais collecter les données sur un ordinateur. Quelle population je vais étudier? Donc, on va dire il nous faut X patients avec les critères d'inclusion. Comment je vais recruter cette population dans les centres investigateurs? Et je vais pouvoir montrer tout ça grâce à des analyses statistiques. Le protocole doit également répondre à la question quels sont les risques de l'étude clinique? Donc, comme on est en phase 3, on connaît déjà un certain nombre d'effets secondaires qui peuvent arriver et on doit indiquer dans le protocole comment on va mitiger ces risques. Donc, avec un suivi effectivement des visites régulières et puis bien sûr une remontée des événements indésirables tout au long de l'étude. La plupart des protocoles, alors ça je vous ai mis cet encadré-là pour vous montrer qu'on a différentes méthodologies, mais on a souvent ce qu'on appelle, je reviendrai dessus avec le titre de notre étude dans la schizophrénie, des études randomisées en double aveugle contrôlées, donc soit par placebo, soit par comparateur, et on peut également avoir des études en ouvert. Je reviendrai sur ce terme. La réglementation. Alors, je ne vais pas tout vous détailler cette diapositive, simplement vous dire qu'on doit coller donc à des règles législatives, éthiques et ce qu'on appelle les bonnes pratiques cliniques. En ce qui concerne la législation, depuis, on va dire, les essais pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a tout un tas de législations et de textes qui ont été mis en place et qui ont évolué avec le temps pour arriver en 2022 à travailler. Donc, quand on fait des études cliniques, on travaille essentiellement avec le règlement européen et également avec, en France, la loi Jardé. Alors, les bonnes pratiques cliniques, c'est quelque chose qui est très important puisque toutes les études cliniques dans le monde entier doivent suivre ces fameuses bonnes pratiques cliniques.
elles vont assurer en fait la protection des droits, de la sécurité et du bien-être des patients, et elles vont pouvoir assurer, quand on les suit, la fiabilité des données recueillies dans le cadre de l'étude pour pouvoir justement mettre sur le marché des médicaments sûrs et efficaces, puisque ça aura été prouvé de manière scientifique dans la mesure où on aura suivi ces normes internationales. Je vous disais tout à l'heure qu'un patient ne peut pas participer à une étude clinique sans consentement. Ça, c'est vraiment également inscrit dans la législation. Et Je me permets encore, excuse-moi, oui, juste si tu peux voir pour accélérer un tout petit peu pour qu'on puisse avoir le temps de présenter le reste, si ça ne te dérange pas. Je suis vraiment ok. désolée, je fais le timekeeper. Non, non, il n'y a pas de souci. Ok, merci. Donc, formulaire d'information et de consentement obligatoire qui doit être compréhensible par les patients. Donc, c'est prévu dans la législation. Et ce formulaire de consentement, en fait, il va contenir plusieurs informations. On va expliquer comment va se dérouler l'étude, quels sont les droits du participant et quels sont les aspects éthiques et réglementaires. Ce consentement, souvent, il est expliqué en plus par les équipes de l'investigateur, puisque le document tout seul ne suffit pas. Ce qu'il faut retenir, c'est que le patient, il a tout à fait le droit de prendre son temps pour lire le document, pour poser des questions, éventuellement pour le ramener à la maison, pour en discuter avec son proche. Il est primordial que ce consentement se fasse libre de toute pression et contrainte. Ensuite, quand l'étude est terminée, donc c'est pareil, c'est inscrit dans la législation, le participant a le droit de recevoir les résultats globaux de l'étude. Et par contre, ils vont lui être communiqués par l'investigateur. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces résultats, il faut attendre que tous les patients soient sortis de l'étude et ensuite que l'étude soit analysée. Donc, si un patient sort d'étude, quelquefois, il peut attendre au minimum 1 an, voire plus longtemps, pour avoir les résultats d'une étude clinique. Donc ça, ce sont les articles du Code de la santé publique qui expliquent effectivement qu'on doit donner les résultats aux patients. Et là, j'arrive sur l'exemple de notre étude Boehringer. Alors, il y a des termes en rouge. Vous allez retrouver un petit peu ce que je vous ai dit avant. Donc, notre étude Boehringer, c'est une étude de phase 3. On a passé les phases précédentes. Randomisée, ça veut dire qu'on va travailler sur... les patients vont être dans le groupe placebo ou dans le groupe de notre traitement, mais tirés au hasard. En double aveugle, le patient ne sait pas quel traitement il va recevoir. Est-ce que c'est le placebo ou notre traitement? Donc, contre placebo et en groupe parallèle. Donc, les deux groupes de patients qui vont recevoir effectivement, enfin, même nombre de patients qui vont recevoir soit le produit, soit le placebo. L'objectif de cette étude, c'est de montrer l'efficacité du produit, mais également sa tolérance. Donc là, on va tester notre produit à 10 mg, pris une fois par jour, et on va avoir 26 semaines de traitement. Et là, on a la population, ce sont des patients atteints de schizophrénie. Est-ce que je peux vous demander Oui. comment est-ce que vous vous assurez que le cachet est pris, puisqu'il s'agit d'un cachet à prendre, qu'il soit placebo ou réel? Bon, je sais qu'on en a déjà parlé quand on a préparé l'intervention, mais c'est une question que se posent beaucoup de proches. Déjà pour les traitements classiques, je dirais. Donc, vous, dans une étude clinique, c'est aussi très, très important d'être sûr que ce cachet est pris. Absolument. Pour répondre, Daniel, sur oui, ce bien sûr. on a essayé d'être un peu innovatif chez Boehringer. En fait, on utilise une application sur smartphone où le patient qui utilise une intelligence artificielle, pardon, et le patient en fait doit prendre le traitement, regarder la caméra et l'application, l'intelligence artificielle valide que le patient a pris le traitement. Alors, on a eu beaucoup de discussions avec la CNIL, on a mis 1 an à avoir l'accord, mais ils ont donné leur accord. Donc voilà, c'est une application qu'on utilise et qui est plutôt bien perçue en France, contrairement à d'autres pays. Donc on est plutôt satisfait.
Et c'est vrai que ça nous permet d'être sûr que le patient a pris, parce qu'on a des études précédentes où on n'avait pas cette application. Et c'est vrai que malheureusement, on ne sait pas si c'est parce que les patients n'avaient pas pris le traitement que les résultats étaient négatifs. Donc voilà, on a pris ça comme mesure de sûreté sur cette étude en particulier, dans d'autres études aussi. Je ne sais pas comment vous avez fait pour avoir toutes les autorisations, mais je trouve que c'est très intéressant comme réponse Ça a été apportée à long, ce problème. C'est facile. on a un peu souffert, mais c'était intéressant aussi parce que voilà, c'est des choses qu'on maîtrise pas forcément et c'était vraiment très nouveau. Mais on était assez surpris que les patients trouvent ça assez ludique finalement. Et ils confirment aussi qu'ils prennent leur antipsychotique, qu'ils prennent tous les jours parce qu'on est en addition, enfin en plus d'un traitement antipsychotique. Donc en France, je pense Lucie, hein, on est à 98% d'adhérence au traitement. C'est assez exceptionnel comparé à d'autres pays. Donc non, je pense que c'est vraiment super. Ouais. Effectivement, merci. Alors, sur cette slide, je vous ai mis quelques tableaux. Le premier en haut à gauche, c'est plus pour vous montrer qu'effectivement, une étude clinique, ça prend du temps. Puisque notre protocole final, on l'a eu en décembre 2020. Et aujourd'hui, on pense avoir notre rapport d'étude clinique pas avant fin 2024, fin septembre. Donc voilà, il faut un petit peu du temps. Je vous ai parlé tout à l'heure d'études multicentriques internationales. Donc sur la droite, vous voyez tous les patients qui participent. Donc dans cette étude clinique, on doit inclure 586 patients au total dans le monde. En France, notre, on va dire, maison mère, en Allemagne, nous demande d'inclure 25 patients. Alors, les chiffres ont peut-être bougé, mais à fin mars, on avait inclus dans l'étude 10 patients en France et il y en avait à peu près 240 qui étaient inclus au niveau international. Alors Lucie, on ne t'entend pas. Je ne sais pas pourquoi, mais on est à 11 patients. Super. Et elle travaille d'arrache-pied pour qu'on arrive à atteindre. Juste pour dire qu'on avait un objectif initial de 15 patients. Avec la guerre en Ukraine, on a proposé à augmenter, ce qui est assez rare. Donc voilà, on travaille vraiment d'arrache-pied sur cet objectif avec tous les centres français. Voilà, pour essayer de l'atteindre, parce que c'est vraiment important aussi qu'on puisse montrer que la France, on est capable de participer à de tels essais internationaux et qu'on puisse atteindre nos objectifs. Pour la suite, il y a d'autres études dans le domaine de la psychiatrie. Et bon, déjà, vous avez du mal à recruter des investigateurs, donc des médecins, enfin voilà. Et une fois que vous avez ces centres-là, eux, est-ce qu'ils ont du mal à trouver des patients ou Oui. est-ce que c'est... Alors, déjà, Et quels sont les freins? Alors, vous avez dû travailler sur le sujet? Oui, on a beaucoup de freins. Hein. Donc, déjà, les critères d'inclusion de l'étude, je ne sais pas si, Daniel, tu vas les présenter, mais je peux dire très rapidement. Enfin, pas tous, c'est plus pour montrer que c'est Voilà, détaillé. donc, Mais la clozapine, tu peux parler de la clozapine. La clozapine, je ne sais plus si on a le droit de citer le traitement. Donc, la clozapine qui n'est pas autorisée, qui est souvent donnée à des patients qui ont fait déjà plusieurs rechutes. Donc, c'est vrai que c'est assez compliqué. On cherche des patients qui sont stables, qui ne consomment pas de substances. Donc, ça, c'est aussi difficile, notamment chez les patients plutôt jeunes. Et puis, qu'est-ce qui nous limite aussi? On a besoin qu'il y ait une personne référente. Donc, en général, c'est quelqu'un de la famille qui puisse aider à pas évaluer le patient, mais un petit peu donner du feedback sur le patient. Donc ça nous aide pas vraiment. Et puis, non, on t'entend pas, Lucie, je suis désolée, du coup, je parle toute seule. Et puis aussi la longueur des visites. Donc, on a des visites qui sont très longues. Donc, on a des visites qui peuvent aller jusqu'à 7 heures. Alors, on les divise en deux. C'est ce qu'on a recommandé à tous les centres. Mais c'est vrai que c'est très long pour les patients. Donc, ça, on en est conscient. En fait, dans une étude, souvent, on veut montrer beaucoup de choses. Et peut-être que là, on en a voulu un peu trop sur cette étude. Maintenant, voilà, il y a beaucoup de demandes de toutes les autorités. Donc, il y a l'autorité américaine, la FDA, l'autorité européenne. Et ils ne se parlent pas forcément entre eux. Ils demandent chacun des choses différentes. Donc, pour pouvoir avoir l'accès au traitement.
Et là, je vois qu'il y a une question sur la clozapine. Pourquoi c'est un critère d'exclusion? Justement, parce qu'il y a dans beaucoup de pays, c'est utilisé pour les patients qui sont très résistants, ce qui n'est pas forcément le cas en France. Et puis aussi, il y a beaucoup d'interactions avec des traitements. Et puis aussi, il y a des effets indésirables qui pourraient avoir un impact par rapport à notre molécule. Donc, voilà. Je crois qu'on a dépassé là. Daniel, si tu veux peut-être continuer. Bah, après, c'était plus pour montrer sur la partie gauche en bas la liste des centres qui sont impliqués dans cette étude clinique. Donc, il y a peut-être des noms de psychiatres qui vous parleront. Et on a essayé un petit peu, j'allais dire, de couvrir la majorité du territoire français pour pouvoir donner accès au traitement à ces malades-là. Donc le produit, mais comme on l'avait déjà vu en introduction, notre produit Boehringer, c'est effectivement avoir un effet sur l'amélioration de la cognition. Donc sur tout ce qui va être effectivement raisonnement, résolution de problèmes, apprentissage verbal et mémoire, cognition sociale, etc. Donc c'est quelque chose qui a un impact complet sur, j'allais dire, l'organisation de la vie de tous les jours de n'importe qui. Et quand ça ne fonctionne pas, ben, c'est très compliqué. Et ça peut amener justement à des replis sur soi ou d'autres problèmes justement pour ces patients qui en souffrent. Là, c'était juste pour vous montrer le schéma de l'étude. Donc, un patient, quand il aura signé son consentement dans cette étude, il va être ce qu'on appelle screené. Donc, il signe son consentement et pendant à peu près un mois, on va faire toute une batterie de tests pour savoir si effectivement il est complètement éligible et s'il n'y a pas du tout pendant cette période de screening des critères d'exclusion qui arriveraient. Si tout est bon, à ce moment-là, on va le randomiser. Donc, on va tirer au sort ce patient pour savoir soit il va recevoir notre traitement, soit il va recevoir du placebo. Et donc, il va être traité pendant une période de 26 semaines. À l'issue de cette période de 26 semaines, ce patient, on va continuer à le surveiller pour voir si justement s'il n'y a pas des événements indésirables, donc soit suite au traitement, soit qui pourraient apparaître à l'arrêt du traitement. Et à l'issue de cette période de sécurité, dans cette étude, on propose au patient de rentrer, donc s'il a été jusqu'au bout de cette étude, de rentrer dans une étude qu'on appelle une étude rollover ou une étude d'extension, où là, le patient va recevoir le médicament en ouvert. Donc en ouvert, c'est sûr qu'il aura le médicament, il n'y aura plus de bras placebo, et ça lui donnera l'opportunité, s'il a fini son étude et s'il y a une amélioration, de pouvoir être traité pendant encore 12 mois supplémentaires. Alors, je vous disais, il faut qu'on puisse montrer et avoir des résultats robustes. Donc, on parle de critères de jugement ou de critères principaux d'évaluation. Nous, on veut montrer que notre médicament il est efficace sur la cognition. C'est très scientifique, hein. Le but, ce n'est pas de tout vous lire ce qu'il y a sur la slide, c'est juste de vous expliquer que notre critère principal, ça va être de comparer. Donc, quand le patient va être randomisé, avant de prendre son traitement, on va lui faire passer des échelles. Il va y avoir un score. Et de manière schématique, au bout des 26 semaines de traitement, il va repasser les échelles. Et si le score, on va dire, s'est amélioré, et si c'est statistiquement significatif sur tous les patients, effectivement, notre critère principal, on aura montré que notre médicament il est efficace. Donc, on est bien d'accord, Madame Merle, que ces tests pour les scores sur vos échelles sont passés par les patients, certes, mais par les investigateurs. Oui. En aucun cas, le laboratoire intervient directement ou indirectement. Pas du tout. Nous, et de toute façon, c'est anonymisé, j'entends bien, mais je veux dire, c'est vraiment l'investigateur qui est un médecin dans un hôpital en général qui s'occupe de ça. Avec des neuropsychologues. Ça peut être un médecin ou un neuropsychologue ou même une infirmière. En fait, tous doivent passer une formation
C'est vrai qu'il y a des échelles qui sont vraiment passées par les médecins, notamment la SCORS, qui est plutôt les médecins qui la font passer. Par contre, le MCCB et VRF4 sont vraiment plus passés par une neuropsy. Ouais. Est-ce que dans votre recherche, j'en profite pour poser des questions qui ne seront pas posées après, est-ce que dans votre recherche, comment dire, vous pourriez déterminer ou vous êtes intéressé au fait que le simple fait de passer ces tests sans avoir ni placebo ni médicament pourrait améliorer déjà ces symptômes? Alors, ce que vous voulez dire, l'effet placebo, déjà rien que de participer à un En essai fait, je pensais plus à un effet d'entraînement, d'entraînement, ouais. d'éducation thérapeutique, une sorte de chose Oui. comme ça. Alors, par exemple, sur le MCCB, c'est une échelle qui n'est pas passée à toutes les visites, justement pour éviter l'effet d'entraînement. C'est-à-dire pour s'assurer que c'est vraiment notre traitement qui a un impact positif sur les troubles cognitifs et pas le fait que le patient soit entraîné à faire l'exercice. Donc, c'est vrai que ça, il y a, sur certaines échelles, il y a des effets d'entraînement, donc MCCB, le VRF4, donc c'est pas fait à toutes les visites. Et par contre, le SCORS, c'est plutôt une évaluation des symptômes, qui est faite et par l'investigateur, et par le patient qui répond à un questionnaire, et par la personne référente, pour avoir vraiment une vue pertinente des symptômes du patient. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, oui. Donc la personne référente, donc un proche en général, passe aussi répond aussi Oui. à des questions de ce qu'il voit de l'évolution des Oui, troubles parce ou pas. que c'est vrai que les patients, des fois, se rendent pas compte. Là, c'est vrai qu'on c'est plus facile d'avoir le retour vraiment d'une personne référente qui est en contact avec le patient régulièrement. Le patient va dire: «Oh non, j'ai aucun problème de mémoire», et puis la personne référente va dire: «Ah bah si, il a du mal à se rappeler ça», et cetera. Donc c'est vraiment d'avoir une vue holistique du patient, de ses symptômes, de son D'accord. état de santé en général. Ouais. J'en profite aussi pour vous poser les questions au fur et à mesure, du coup. Que vaut le consentement d'un patient schizophrène, donc atteint de schizophrénie, pardon, puisque sa maladie dégrade ses capacités cognitives? On cherche quand même des patients stables, c'est quand même des patients en général qui ont la capacité quand même de travailler. On demande à ce qu'ils aient un traitement qui soit stable aussi, depuis 12 semaines. Je sais pas Lucie si ton micro refonctionne? Je crois que j'ai trouvé la solution. Mais Ah, je super. suis désolée, je suis un peu malade, j'ai la voix, mais j'ai trouvé la solution. Ouais. Mais c'est vrai que pour l'instant, sur les patients qu'on a eus, c'était vraiment des patients, qui avaient aucun problème pour donner leur consentement. Après, on a développé beaucoup de matériel en plus du consentement, parce que nos consentements sont un peu longs, il y a beaucoup d'articles de loi, et cetera. Donc des fois, c'est pas si facile pour un patient, qui soit schizophrène ou qui ait une autre Non, maladie. pas grave. Donc on a des documents qui simplifient un petit peu, avec des phrases un peu plus simplifiées. Un document qui aide aussi les investigateurs à expliquer mieux l'étude. Ils ont des petits flyers, des guides de visite, etc. Donc, Vous avez beaucoup de pertes en ligne, enfin des patients qui accepteraient et qui finalement, avant la fin de l'étude, changeraient d'avis? Alors, en France, sur les 11 patients, on en a un seul qui a décidé d'arrêter. Et au niveau international, c'est 12% des patients qui ont décidé d'arrêter. J'ai plus le nombre exact, mais au final, sur le nombre de patients qu'il y a, 12%, c'est vraiment très, très correct. Et sur justement ce type de population de patients, on pourrait se dire ils pourraient arrêter peut-être plus vite. Eh bien, non, on est à 12%, ce qui est tout à fait. Ça me paraît tout à fait correct, effectivement. oui, peut-être Je- rajouter, il y a quand même des pays qui ont des patients qui sortent plus facilement. Donc moi, je travaille au niveau international sur une des études du programme. Et par exemple, on voit beaucoup plus de patients qui sortent d'études aux États-Unis. Parce qu'il y a beaucoup plus de patients professionnels, c'est-à-dire qui passent d'études en études, parce que l'accès aux soins est beaucoup moindre qu'en France, par exemple. Donc c'est vrai qu'on voit quand même qu'il y a des pays où on arrive moins à garder les patients dans l'étude. Et en France, je pense que c'est
un des seuls patients qui soit sorti d'une étude. Sur nos études schizophrénie, je pense qu'on a inclus une quarantaine de patients depuis le début des études qu'on fait. Et c'est un des seuls patients qui est sorti d'études. Et c'était plutôt, il avait beaucoup comment on va dire, D'attente. beaucoup d'attentes et donc il cherchait à voir le résultat, etc. Donc c'était Très vite. pour lui difficile de pouvoir attendre. D'accord, merci. J'ai une autre question qui est arrivée. Si un patient est accepté pour l'évaluation, doit-il accepter des contraintes telles que de ne pas consommer de produits cannabis, alcool? Et si oui, comment le vérifiez-vous? Alors oui, alors je suis désolée, je suis à la maison, donc j'ai ma petite qui veut Vous participer. aussi, vous inquiétez pas. Donc oui, bien sûr, le patient il doit accepter quelques contraintes, donc continuer son traitement et ne pas consommer de drogue, notamment le cannabis. C'est vrai que c'est quand même assez consommé au niveau des patients. Ce qu'on fait, c'est qu'il y a un dépistage urinaire de drogue qui est fait à plusieurs visites, notamment à la première visite pour vérifier si le patient ne prend pas de drogue, n'importe quelle drogue, et le patient ne peut pas être traité s'il consomme de la drogue. Et pour l'alcool, il y a un questionnaire qui est fait pour évaluer si la personne a un trouble d'abus de substance. Mais l'alcool est autorisé sans problème. On vérifie juste qu'il n'y a pas de changement de consommation de substances pendant l'étude. Voilà. Merci, je vous laisse continuer. Je continue. Bon, après, je ne vais pas passer effectivement sur tous les critères, mais on va mesurer. Tout à l'heure, Ingrid vous disait qu'on mesurait beaucoup de choses dans notre étude. Donc, il y a le critère principal, c'est sur ce critère que l'ANSM va nous donner ou pas une autorisation de mise sur le marché. Et on va mesurer également tout un tas d'autres critères secondaires, dont, bien sûr, la sécurité du produit. Donc, on va également analyser tous les événements indésirables liés à notre produit. Ça, c'était juste pour vous montrer quelques critères d'inclusion, plus pour vous montrer que dans un protocole, ces critères, ils sont vraiment détaillés, en fait. Et les investigateurs, quand ils vont chercher les patients, ils vont devoir s'assurer, par rapport au profil du patient, à son dossier médical, effectivement, que le patient a bien tous les critères d'inclusion et également que le patient n'a pas un certain nombre de critères d'exclusion. Et Daniel, j'ai oublié de dire, dans les critères restrictifs de notre étude, l'âge que je viens de... parce qu'on cherche des patients qui ont en dessous de Jusqu'à 50 ans. 50 ans. Voilà, je savais que j'avais oublié quelque chose, donc voilà, désolée. On a eu une réaction tout à l'heure quand vous parliez des États-Unis, l'Amérique. Et donc, j'ai une question. Est-ce qu'il y a des pays où les patients participants à l'étude sont rémunérés? Alors, on ne parle pas forcément de rémunération, mais de compensation. Donc, en France, on a une compensation qui a été approuvée par le CPP. Donc, c'est vrai que comme les visites ne sont pas quelque chose qu'ils auraient dans leur pratique courante, c'est-à-dire ils n'iraient pas 7 heures sur un centre pour être testés, etc. Donc, en France, on a des indemnités, et pour le patient et pour la personne référente. Donc, on appelle les indemnités pour contrainte subie. On ne peut pas appeler ça une rémunération. Et oui, dans la plupart des pays, pareil aussi pour l'application qu'on utilise pour vérifier le traitement, il y a une indemnisation qui est fournie aux patients. Ouais. Et c'est vrai que, en tout cas en France, c'est quelque chose qui nous avait été demandé par les investigateurs dès le début des études qu'on a fait sur la schizophrénie. D'ailleurs, de consentir à une indemnisation comme ça. Ouais. Et donc nous, en France, on le fait sous format de chèque cadeau, notamment pour éviter d'inciter à la consommation de drogue pour certains patients. Donc c'est des chèques cadeaux qui peuvent être utilisés partout. Et depuis, c'est vrai qu'on a vraiment des bons retours des patients. Alors la plupart, ils ne le font pas pour ça, mais c'est vrai que c'est un plus pour les patients. C'est quand même une contrainte pour les patients de venir sur centre, etc. Et de passer toutes ces batteries de tests régulièrement. Sur notre étude, c'est toutes les 3 semaines des visites. Donc c'est vrai que c'est quand même assez imposant.
Je vous montrerai rapidement le calendrier aussi, Ingrid. Ah, ok, d'accord, pardon. Merci. Alors, les critères d'exclusion, bon, ben là, il y en a quelques-uns à l'écran. Je crois qu'il y en a une bonne vingtaine dans notre étude aussi, hein. Donc, c'est vrai que tout le monde ne peut pas rentrer dans l'étude. Alors, là, c'était juste pour vous montrer, quand on a parlé tout à l'heure du calendrier de l'étude, quand est-ce qu'on mesure les choses. Donc, on a tout le déroulement de l'étude avec les visites. Et effectivement, en semaine, on s'aperçoit que, bon, alors on a notre période de sélection. Et ensuite, le patient va prendre son traitement à J0, puis va revenir toutes les 3 semaines, donc à semaine 3, 6, 9, 12, bon là c'est 15, 18, etc. Donc avec une certaine contrainte. Et à ces différentes semaines, dans notre effectivement calendrier, il va y avoir tout un tas de tests qui vont être faits ou pas. Donc où il y a les petites croix, c'est effectivement, on va faire, par exemple, aux semaines 0, 9, 18, etc., il y a un examen physique, prise de poids, etc. Là, on voit quand est-ce que sont passées les échelles. Après, voilà, je vous ai juste mis un extrait, hein. Et donc, vous avez, j'imagine que oui, hein, vous avez évalué le temps qu'il faut à un investigateur ou un centre, le temps qu'il doit y passer pour chaque patient pour votre étude. Ça s'élève à combien d'heures ou combien de jours? Comment vous… Alors, il est aidé par une équipe de recherche clinique, bien sûr, hein, parce qu'il y a le médecin investigateur qui va le voir effectivement pour sa consultation, faire certaines échelles. Après, il va travailler avec des neuropsys qui vont passer aussi des échelles. Tu veux prendre la parole, Lucie? Ah, on m'entend? Non, je disais Oui, aussi, il y a un temps avec l'infirmière pour la prise de sang, le CG. Donc, c'est vrai qu'au final, il ne voit pas qu'une seule personne, il ne voit pas seulement que l'investigateur principal, il voit plusieurs personnes. Donc, essayer d'estimer un temps que le médecin passe avec chaque patient, à chaque visite, je n'ai pas vraiment la donnée, mais ça dépend, ça varie en fonction des visites. Je pense que ça peut aller de 1 heure à 3 heures à peu près avec le médecin directement. En général, entre les échelles, le consentement, etc., ça peut même aller au-delà, vers plutôt 4 heures sur les visites. Mais sinon, sur le temps des visites, on va de 1 heure, je regardais dans le protocole, à 9 heures pour certaines visites. Donc, et donc les visites principales, c'est la visite 1, donc vraiment où le patient, on lui explique le consentement. On a la visite 2, là où le patient va être traité, donc on revérifie un peu les critères. La visite 6, qui est une visite importante, et puis la fin de période, ce qu'on appelle EOT, où il y a un peu plus de temps qui est pris, parce qu'il y a plus d'échelles qui sont faites. Et après, il y a tout le temps en dehors, c'est-à-dire que tout le temps qui est nécessaire pour se former, parce que sur les échelles, c'est vraiment un gros travail des investigateurs, des neuropsychologues, etc. Donc, ils ont environ 2 à 3 jours de formation chacun à faire, en plus de leur travail. C'est pour ça que je disais, c'est vraiment des médecins ou autres personnes de l'équipe qui sont très motivées à faire des essais cliniques et à avoir l'accès à des traitements innovants pour leurs patients. Et se former au protocole parce qu'ils doivent bien connaître le protocole. Ils doivent bien connaître le protocole. Et on leur répète assez pendant la durée de l'étude aussi. D'accord, merci. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé de la possibilité d'entrer dans une étude en ouvert. Donc, Ingrid vous a dit qu'elle était chef de projet international. En France, on a une seule étude qui est faite, mais par contre, au niveau international, il y a plusieurs études. Et cette étude, on va dire d'extension, avec la possibilité de recevoir le traitement, elle va être offerte à tous les patients qui vont sortir de ces 3 études. Et l'objectif, c'est de pouvoir offrir la possibilité aux patients d'être traités encore pendant 1 an, et également de continuer à récupérer des données sur la tolérance de notre produit à plus long terme. Et là, vous voulez dire que l'étude pour les patients est terminée, mais qu'ils, eux, souhaitent la continuer ou vous la continuez d'une autre façon? C'est ça le… Alors, c'est un peu différent. L'étude dans laquelle ils sont actuellement, les patients qui vont jusqu'au bout de l'étude, jusqu'aux 26 semaines de traitement, ce sont des patients qui seront soit dans le groupe placebo, soit dans le groupe traitement.
Et ceux qui le souhaitent, si jamais il y en a qui se sentent améliorés, mais ils peuvent se sentir améliorés avec l'effet placebo, hein. On leur dit, voilà, si vous voulez poursuivre, on vous donne la possibilité de rentrer dans une autre étude où là, de sûr, vous aurez le traitement Boehringer. Donc, ceux qui ont déjà Et pas le placebo, du coup. il n'y aura pas le placebo. D'accord. Et c'est vrai que pour l'instant, Merci de la précision parce que j'avais pas. D'accord. Oui. l'important, c'est vrai que c'est fait en parallèle puisqu'on a déjà des patients qui ont débuté dès le début des initiations en France et ils ont déjà commencé dans l'étude d'extension et qui sont presque. Là, Lucie, je crois que le premier patient, il sort en juillet. Voilà, en juillet. Et par contre, on a des patients qui n'ont pas encore commencé l'étude principale et du coup, termineront vraiment dans l'étude d'extension, peut-être jusqu'en 2025. Donc, c'est vrai que c'est vraiment deux études distinctes, même si elles sont liées, mais c'est deux études différentes. Et c'est vrai que pour l'instant, on a quand même des très bons retours. C'est ce que j'allais vous dire. J'allais vous dire que s'il y a quand même pas mal de patients qui vous demandent de continuer, c'est donc qu'ils pensent, à raison ou à tort, quelle que soit la raison. À raison ou à tort, ouais, ça peut être notre traitement, ce qu'on espère vraiment, mais ça peut être aussi le fait qu'il soit beaucoup plus suivi. Il y a des patients qui apprécient vraiment de voir une équipe d'être accompagné autant que ça, d'être accompagné, même dans l'étude d'extension ou rollover. Je crois que c'est tous les mois, Lucie, les visites à peu près. Voilà. Donc c'est vrai qu'ils voient toujours quelqu'un, donc ça c'est quand même, c'est très confortable. Et c'est vrai que là on a eu quand même des retours de patients qui s'inquiètent que l'étude d'extension s'arrête pour eux. Ils demandent et du coup on est en train de discuter ce qu'on pourrait faire, mais c'est vrai que pour l'instant on a vraiment des retours positifs. Et au niveau mondial, Lucie, je ne sais plus, je crois qu'on est à 75-80% même. Oui, on est à 80%. Au niveau international. 80% des patients qui ont terminé l'étude principale décident de continuer dans cette étude d'extension. Oui, c'est plutôt bon signe. Et alors, du coup, cette étude d'extension, vous aurez un bilan, parce que c'est pas tout à fait comme ce que vous nous avez montré dans la première partie, aussi long, ça prendra peut-être pas 15 ans. Du coup, vous espérez un bilan de l'extension dans quel délai? C'est une question posée là sur le chat. Quand tous les patients seront sortis de cette étude d'extension, donc oui, justement, c'est dans quelques temps, juste en sachant que nous, ce qui nous intéresse vraiment pour pouvoir soumettre une demande d'autorisation sur le marché, c'est l'étude principale, où là, on vérifie vraiment l'efficacité. Et cette étude d'extension est plutôt pour vérifier, pour conforter un petit peu les données de sécurité. Donc, qu'il n'y a pas de problème avec le traitement, etc. Que sur un an, il n'y a pas d'effet qui n'aurait pas été vu pendant la période de traitement de 26 semaines, etc. Donc, ça va être vraiment deux choses différentes. Bien sûr, une des études va supporter l'autre pour le dossier, mais c'est vrai que ça sera analysé dans un second temps, du coup, l'étude d'extension. Alors, du coup, ça m'interpelle sur un autre sujet. Vous avez déjà, j'imagine, mais je ne sais pas si vous pouvez me le dire, mais des effets secondaires quand même sur cette étude, mais qui ne sont pas si forts que ça, j'imagine ou... Ah oui, on peut vous dire, c'est les résultats de phase 2, donc l'étude juste avant. Donc, on a des potentiels effets visuels transitoires. Je crois que c'est 3 patients sur plus de 500 patients, parce que notre molécule est exprimée dans la rétine, la glycine. Donc, il y a une possibilité. Donc, il y a une surveillance particulière. Il y a deux études, deux sous-études oculaires qui sont conduites dans certains pays. Nous, en France, on n'y participe pas. Mais pour l'instant, il n'y a pas eu... vraiment d'avertissement grave sur ça, c'était toujours assez transitoire, etc. C'était des visions floues principalement. D'accord. Ce qu'on sait par contre, c'est qu'il y a une baisse de l'hémoglobine pour les patients. Donc on a une surveillance particulière et sur les études connexes particulièrement, on a une surveillance en aveugle, c'est-à-dire que ni l'investigateur, ni Boehringer, ni le patient
sachant s'il a une baisse ou une augmentation de son hémoglobine. Et ils reçoivent juste des alertes. Et pour l'instant, on n'a pas de patients qui sont sortis justement pour problèmes liés à l'hémoglobine. Et puis après, c'est les événements classiques, nausées, vertiges, etc. Mais c'est quelque chose qu'on retrouve aussi sur le placebo, donc qui ne sont pas significatifs. Voilà. Mais vraiment, les deux principales, c'est plutôt ça. Lucie, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, mais je pense que... Non, je pense que tu as dit le principal. Après, il est aussi retrouvé maux de tête et digestif, mais c'est vraiment un classique dans tous les traitements. On retrouve toujours ça. Donc, j'ai plus la fréquence des effets indésirables, la fréquence qu'elle fait arriver. C'est comme tous les autres traitements, on retrouve toujours ces effets. Mais pas plus. Hein. Non, pas plus que sur notre les deux qui se démarquent, entre guillemets, c'est ce que tu viens de dire. Ouais. Et il y a une surveillance particulière donc sur les troubles visuels. Voilà, on a des discussions avec la FDA, donc l'agence plutôt américaine. Des États-Unis, des américaines, merci. Et voilà, il n'y a pas de problème de sécurité particulière à ce jour qui a été vu. Merci. Je vous redonne la main pour terminer j'arrive à la fin de ma présentation. Hein. Donc, j'en avais fini avec l'étude clinique. Après, j'avais simplement remis 2 slides pour les participants en webinaire que ça peut intéresser pour aller un petit peu plus loin sur la recherche clinique. Donc, il y a le site notre-recherche-clinique.fr où vous pourrez également en apprendre un petit peu plus. Et il y a également ce lien qui a été développé avec des petits modules à picorer développés avec des différentes associations de patients et qui s'appelle Association de patients et recherche clinique. Donc moi j'en ai fini avec ma présentation et je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Merci beaucoup. Alors moi je les ai posées au fur et à mesure, du coup j'ai trouvé que c'était plus fluide, donc je vous remercie d'y avoir répondu au fur et à mesure. J'en ai une qui m'est restée là dans la tête. La molécule que vous testez donc pour cette étude, est-ce qu'elle provient de la recherche fondamentale que vous avez effectuée, enfin que votre laboratoire a effectuée, ou est-ce qu'elle provient d'une autre source? Non, c'est vraiment notre recherche fondamentale. Ouais. Et après, de temps en temps des partenariats avec d'autres sociétés, laboratoires, etc. Mais là, c'est vraiment notre molécule. Et qu'est-ce que, moi, toujours pas obligé de répondre, hein, évidemment, mais qu'est-ce qui vous a amené à chercher dans ce domaine-là, d'abord pour la schizophrénie, ensuite pour les troubles cognitifs, puisque effectivement, malheureusement, comme beaucoup de parents, je déplore que la recherche en psychiatrie et sur la schizophrénie en particulier soit pas du tout développée. Alors, sur les troubles cognitifs, alors vraiment, c'est le mode d'action de la molécule qui agit vraiment donc au niveau du cerveau, sur les récepteurs NMDA, etc. Bon, je ne veux pas aller trop dans le détail, mais en tout cas qui agit sur comment je pourrais dire, oui, les effets, les symptômes de la schizophrénie. Après, en premier, pour cette molécule, a été testée dans la maladie d'Alzheimer. Donc, on a commencé, moi aussi je travaille sur cette étude, on a travaillé dans la maladie d'Alzheimer avec cette molécule. Donc, on n'a pas eu des résultats positifs. Et après, on se dit que justement, l'âge des patients était vraiment quelque chose qui était important, c'est-à-dire que bon, c'est vrai que je disais maintenant que je viens d'avoir 40 ans, 50 ans me paraît ultra jeune, mais on se dit qu'après 50 ans, c'est plus difficile d'améliorer la cognition chez les patients. Et du coup, sur la maladie d'Alzheimer, la moyenne d'âge était aux alentours de 75-80 ans. Et du coup, c'était très difficile parce que les patients étaient vraiment très atteints par la maladie. Donc, en fait, vous êtes en train de nous dire que vous avez commencé à étudier l'action de cette molécule sur les malades d'Alzheimer avant d'abandonner devant le peu de résultats et de vous recentrer sur les malades. Mais super, hein, en fait,
Il y a beaucoup de molécules, hein, si vous regardez un petit peu, mais il y a beaucoup de molécules où on se dit ah ça pourrait être intéressant dans cette maladie, puis après on se dit bah non en fait peut-être ce serait plus efficace sur celle-ci. Et je crois qu'il y a beaucoup de découvertes scientifiques qui ont été faites comme ça, où on cherchait un endroit et en fait c'était pas forcément le meilleur. Donc on avait été jusqu'à la phase 2. En phase 2 les résultats étaient négatifs, contrairement à là sur la schizophrénie on a eu des résultats positifs. Donc D'accord, c'est parfait. Parce que c'est vrai que ces symptômes cognitifs sont partagés quand même oui, par beaucoup alors c'est vrai chez Boehringer, on essaie de voir si au lieu de parler de maladie, on parlerait pas plutôt de symptômes, c'est-à-dire qu'on traiterait les troubles cognitifs en général. Mais c'est vrai que quand on est sur de la recherche clinique, on est obligé de cibler, d'avoir des critères d'inclusion très spécifiques. Donc voilà pourquoi là on est sur la schizophrénie, mais potentiellement j'imagine qu'il y a d'autres maladies qui pourraient être explorées si on a des résultats positifs sur cette étude de phase 3. Ce que j'espère, hein, parce que peut-être donc, d'autres maladies pourraient en bénéficier. une question qui vient d'arriver là, du coup. Alors, bien sûr, vous aviez une diapo sur le délai, enfin le temps que prend une étude, plus les autorisations de mise sur le marché, enfin, etc., jusqu'au taux de remboursement. Mais donc, pour cette molécule-là, en France, quand est-ce qu'on peut espérer, si tout va bien par ailleurs, toutes choses égales par ailleurs, toutes les précautions oratoires que vous voulez, bref, si cette molécule devait être commercialisée, à quelle date, quelle année peut-on l'espérer? 2026 à peu près. Et oui, en sachant que moins on arrive à recruter de patients dans nos études et plus ça allonge le délai d'accès au traitement. Donc ça, c'est ce qui est assez compliqué. Est-ce qu'il y a des pays aujourd'hui qui sont particulièrement à la peine pour le recrutement ou... Alors, en Europe de l'Est, beaucoup. Donc, tous les pays à côté de l'Autriche. Après, par exemple, nous, en France, pour cette étude Connect, on est le premier pays européen en termes de recrutement. Donc, vous voyez, 11 patients, c'est pas non plus un score énorme. Et après, il y a des pays qui surperforment. Par exemple, les pays d'Amérique latine pour Connex 2. Brésil, Argentine. Brésil, Argentine, il y a des centres qui font 35 patients, donc on est vraiment loin. En France, on a un objectif modeste de 2 à 3 patients par centre. Mais c'est vrai que oui, c'est vraiment dépendant des pays. Alors, c'est compétitif entre pays, bien sûr, mais c'est vrai qu'on ne peut pas aussi autoriser des pays à aller trop au-delà. Par exemple, moi, Oui, j'ai ça la fausse Chine les dans mon résultats, pays. j'imagine. Voilà, c'est ça. Ouais. J'ai la Chine dans mon pays. On vient de leur demander de restreindre alors qu'ils ont atteint leur objectif. Donc, ouais, c'est vraiment d'avoir une balance entre les pays, etc., pour justement que les résultats soient reproductibles sur tous les pays, sur tous les patients. Voilà. C'est vrai que si le nombre de patients n'est pas atteint et que nous, on a fait nos 25 patients en France, on ne nous empêchera pas de poursuivre le recrutement. Surtout en Europe, ouais. Surtout en Europe, ils sont vraiment intéressés. Et effectivement, l'équation, elle est simple. Plus vite on inclut, plus vite on termine l'étude et plus vite on demande une autorisation de mise sur le marché si les résultats sont positifs. Hein. Et plus vite le patient a accès au traitement. C'est sûr. Et donc, compte tenu de l'heure et du fait qu'on a déjà quand même bien balayé le sujet, je vais vous demander si vous avez un mot de conclusion à faire pour... Parce que là, en face de vous, en fait, vous avez surtout ce que vous appelez des référents, en fait, des proches de patients. Voilà, hein, nous sommes une association de parents, surtout, enfin, de proches. Et donc, voilà, qui veut dire un petit mot de la fin Moi, je veux bien dire un petit mot de la fin. Déjà, je vous remercie tous pour votre attention. On va continuer à travailler avec Promesse pour les tenir informés, bien sûr, de l'étude. Je pense qu'on vous donnera également, Madame Forter, des documents informatifs sur l'étude. Sur ces documents, il y aura la possibilité, si certains patients veulent participer à l'étude, hein, d'appeler justement, il y aura une adresse pour appeler Boehringer et on pourra vous donner la liste des centres. Et cette recherche clinique, elle ne peut pas avoir lieu sans les patients et les traitements ne peuvent pas effectivement être développés sans la recherche clinique. Donc, c'est vraiment très important que
C'est chacun vrai que le par... problème en France, c'est quand même la clozapine. Beaucoup de patients Oui, sont sous après, voilà, après, on a Les toujours patients. ce fameux critère Alors peut-être pour la d'éligibilité. clozapine, on retrouve beaucoup des patients sous clozapine qui sont notamment dans les centres hospitaliers et avec qui on travaille parce que justement on a besoin de leur structure, etc. Par contre là, Lucille est en train de travailler avec une société qui va référer des patients qui sont chez des médecins généralistes ou des psychiatres libéraux, qui seraient intéressés pour adresser leurs patients sur les centres investigateurs pour qu'ils puissent participer à l'essai clinique. Et là, on voit moins de patients qui seraient sous clozapine, par exemple. Donc, on essaie vraiment de faire tout pour réussir à atteindre notre objectif. Il y a toute une équipe qui travaille dessus. Normalement, le chef de projet, il est un peu seul. Et là, c'est vrai qu'on est plusieurs à aider un petit peu pour arriver à atteindre cet objectif pour la France, en tout cas. Et on espère aussi que voilà, on vous aura donné quelques clés pour mieux comprendre ce qu'est la recherche clinique et une étude clinique. Ben, absolument. En tout cas, moi, ça fait quelques fois maintenant que je vous ai et qu'on travaille ensemble, que vous donnez des retours. Et j'avoue que c'est très appréciable d'avoir un suivi comme ça, avec votre charte. Je ne sais pas si elle existe ailleurs, en tout cas la vôtre, et vous la suivez, et elle est très intéressante. On a bien reçu votre proposition pour 2 autres projets qu'on va transmettre à notre conseil d'administration et éventuellement à nos adhérents. Donc ça prend un peu de temps, mais pas 15 ans. Oui. Vous êtes Et en meilleurs. tout cas, merci beaucoup pour cette présentation, pour ces réponses franches, directes et très intéressantes, et pour tout ce travail que vous Et en avez tout fait cas, pour nous, voilà, ce soir et à d'autres moments. et si Voilà, vous je avez me fais d'autres porte-parole pour questions, vous remercier et continuer ensemble. on se tient également à votre disposition s'il y a d'autres questions qui arrivent plus tard pour pouvoir y répondre. Il n'y a pas de souci. D'accord. Et je pense Merci qu'il y avait une beaucoup. question pour le PowerPoint et j'imagine que vous allez le distribuer après. Je vais vous envoyer pareil des consentements. Voilà, c'est ça. Et vous nous direz si on peut publier ou pas. Voilà, ça va se faire. Mais Voilà. Merci beaucoup et bonne soirée. Un Bonne grand soirée à merci à tout vous le monde. tous aussi. Au Et revoir. Au merci revoir. à tous ceux qui étaient à l'écoute et qui nous ont posé les questions qu'on a transmises. Merci à Laurence qui a eu une coupure de son et qui l'a toujours, mais qui a énormément travaillé pour ce webinaire. Donc, merci à elle. C'est dommage qu'elle ne puisse pas vous le dire. Donc, merci à tous. Oui, on va voir ce qu'on peut récupérer. J'ai des demandes pour le PowerPoint, etc. Donc, si le laboratoire nous autorise, et ils vont signer aussi les consentements ou pas, on mettra ce qu'ils nous autorise de mettre sur notre site. Voilà. Merci d'avoir suivi. Et là, je vous dis vraiment au revoir à tous. Très bonne fin de soirée à tous. Au revoir, merci Au beaucoup. revoir.